beaucoup de marques, mais qui est aussi spécialisée dans l'accompagnement des psychotraumatismes. Donc avec toi, Marie, juste pour refaire cette petite intro, on a fait le tour de différents troubles consécutifs à un psychotraumatisme, troubles de la mémoire, troubles de l'attention, les addictions. On a abordé les troubles du sommeil, différents troubles qu'on va dire, qu'on a tendance à regarder comme des troubles du comportement ou des troubles qui relèveraient de la volonté ou du psychisme. Et ce soir, sur une de tes très belles suggestions, on a dit, et si on parlait du corps et de l'impact des psychotraumatismes sur le corps, qui va lui aussi, évidemment, encaisser le choc de ce trauma, et qui va peut-être parfois en différer, réagir à travers certains psychosomatismes, certaines maladies bien réelles qui vont se déclencher, certains organes qui vont être impactés et qui vont peut-être pas être que des coups durs qui se rajoutent aux coups durs, dans l'idée de, en plus d'avoir vécu ce deuil injuste, je dois faire face à un cancer, parce que souvent on sait que le déclenchement de certains cancers peuvent être post-traumatiques. C'est pas un acharnement de la vie, ça s'explique aussi, et parfois même le corps peut prendre en charge une partie de ce trop-plein d'émotions et de douleurs, comme tu vas sans doute nous l'expliquer ce soir. Donc, un grand merci, Marie. Je te laisse la parole et merci à tous de nous suivre ce soir. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Le Point Rose, bonsoir également aux personnes qui nous suivent sur Facebook Live. Alors, peut-être, moi j'entends des bruits de personnes qui parlent, je ne sais pas. Oui, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, pendant la conférence. Merci beaucoup. Merci, puisque c'était un peu bizarre d'avoir les voix dans l'oreille. Donc, c'est vrai que ce soir, on va reprendre le cycle des conférences qu'on avait déjà abordées il y a plusieurs mois maintenant. Et on s'est dit aussi quand même avec Nathalie qu'on allait peut-être redire certaines choses parce que malheureusement, on a toujours des nouvelles personnes qui se connectent à chaque fois. Et donc, peut-être qu'il y aura certaines redites pour certains, donc j'en suis désolée. Mais c'est aussi peut-être une autre façon de ressentir et de recevoir les choses. Avant de commencer, je voulais revenir sur cette notion de psychotrauma et sur cette notion de deuil qui nous occupe aujourd'hui. Et c'est avant tout de dire que c'est une expérience unique. C'est-à-dire qu'on utilise un mot un peu fourre-tout de psychotrauma ou de deuil ou de deuil autour de l'enfant parce que c'est le travail du point rose. Mais en fait, ce mot-là ne veut strictement rien dire individuellement parce que chacun d'entre vous va vivre une expérience unique à travers ce terme. Donc, même si on vient mettre un mot, en fait, il n'y a pas de mot pour décrire ce que vous allez vivre, puisque par définition, cette expérience est foncièrement unique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler des mots, MOT, des mots MAUX, puisque c'est l'objet de la conférence, mais c'est de dire déjà que le mot qui nous définit aujourd'hui n'existe pas, parce qu'il est totalement et profondément individuel. Ce n'est pas parce qu'on a vécu un deuil d'un enfant, ce n'est pas parce qu'on a vécu un traumatisme, un accident, une agression, un attentat, qu'on va se retrouver compris. On ne peut pas se définir avec ce mot-là et on ne peut pas définir ce qu'on va vivre avec ce mot-là. Donc, c'est un petit peu compliqué d'avoir quelque chose qu'on va traverser et que par définition, il n'y aura que nous qui allons le traverser. Même au sein d'un couple, on sait combien c'est compliqué. Une expérience qui porte le même nom, qui a la même origine, qui a le même point de départ, mais qui ne sera définitivement pas vécue de la même manière. Et ça, c'est très compliqué à comprendre, cette expérience unique. Parce qu'en réalité, elle l'est profondément, et elle l'est pour tous les traumas. C'est-à-dire que moi qui accompagne des patients qui ont vécu des attentats, par exemple les attentats de Paris, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, je n'ai pas une seule personne qui a vécu la même chose. Parce que même s'ils étaient au même endroit, leur ressenti était profondément unique et différent.
Donc, dans cette expérience unique, il y a la sensation profonde de ne pas être compris. Et ça, c'est un choc parce que on se dit: «Bon, bah, il y a un mot qui nous définit. J'ai vécu un attentat, j'ai vécu un deuil, j'ai vécu une perte d'un enfant». Donc déjà, c'est quelque chose qui est un mot qui va être, défini, dans la langue française et pour autant, personne ne va me comprendre. Personne ne va comprendre ce que je vais traverser et par définition, ce que je vais traverser, je vais donc le traverser seule avec mes propres manières de voir, avec mes propres référentiels, avec ma propre histoire, avec ma propre compréhension de ce que je viens de vivre. Or, c'est quelque chose qui est socialement, heu, non compris. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que comme, ben, vous avez vécu un inceste, donc vous allez ressentir ça, ça, ça et pour vous en sortir, vous allez devoir faire ça, ça, ça. Or, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que quelle que soit l'expérience traumatique qu'on va traverser, on va être seul et on va le faire avec nos propres codes. Mais par contre, on va être seul à plusieurs. Et ça aussi, c'est un truc un peu inédit. C'est-à-dire que, même au point rose, c'est-à-dire qu'on est tous traversés par une douleur profondément grave et profonde. Elle est unique, elle n'est pas comprise, elle n'est pas mentalisée, elle n'est pas perceptible par quelqu'un d'autre. Mais je suis à côté de gens qui ont la même sorte de douleur. La même sorte, oui, mais pas la même. Et donc, en fait, il y a cette expérience qui va être très intime du trauma et à la fois universelle. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, ben, dans la vie, on va rencontrer très souvent des gens qui ont vécu des expériences traumatiques. Ont vécu. Alors, un, c'est un licenciement, l'autre, ça va être un accident de voiture, l'autre, ça va être un crash d'avion. Donc des expériences traumatiques, il y en a vraiment tellement. Enfin, moi, j'ai pu accompagner des gens qui avaient vécu un tsunami, par exemple. Ben, je ne savais pas ce que c'était de vivre un tsunami, mais pour autant, je peux quand même les accompagner. Mais il y a que eux qui ont ressenti ce tsunami et en plus, ils étaient une famille, pas une seule personne de la même famille ne l'a vécu de la même manière. Donc ce qu'il y a de compliqué à comprendre dans cette expérience du trauma, c'est que c'est à la fois unique, personnel, intime et à la fois universel. Donc on est seul, mais on est seul à plusieurs. Et si on essaye de se mettre à la place de l'autre en disant: «Ah OK, je cherche à percevoir ta douleur pour mieux te comprendre et mieux t'accompagner», ben, en fait, on n'est pas totalement dans le vrai. Donc la posture, en fait, de l'accompagnant, c'est simplement d'être et d'écouter. C'est-à-dire que, ben, on va faire peut-être chacun référence à nos propres expériences difficiles et douloureuses. Ça nous appartient, c'est nos failles, c'est nos blessures. C'est là aussi où on vient parfois puiser une inspiration, une source d'inspiration, mais c'est aussi de laisser la souffrance de l'autre, la douleur de l'autre s'exprimer en notre présence et juste être là, en fait. Juste l'accueillir parce que, ben oui, je ne vais pas pouvoir exactement comprendre ce que tu vis et c'est OK et je le respecte. On n'a pas besoin d'être toujours 100% compris. Juste d'être respecté, c'est une des premières données fondamentales dans le soin. Donc, il ne faut pas chercher forcément à se mettre à la place de l'autre ou à dire, «On est là». Alors bien sûr, on sait qu'on est là, mais l'autre sait qu'en fait non, vous ne pouvez pas être là parce que c'est intime. Donc avant d'aller plus loin sur les symptômes qui vont nous occuper, avant d'aller plus loin sur les maux du corps, parce que c'est ce qu'on va devoir, enfin, c'est ce qu'on a décidé d'explorer ce soir ensemble, c'est vraiment de parler de l'intime, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va traverser, c'est intime. C'est quelque chose de très profond, de très personnel et il faut aussi avoir notion que non seulement ce qui va nous traverser va être intime et personnel et aura du sens peut-être uniquement pour nous, mais également la manière dont on va les comprendre, les traverser et peut-être même les dépasser, elle sera également intime et personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi.
On peut faire 50 000 formations en psychotrauma. Je peux vous accompagner 50 millions de fois sur des formations parce que je connais quand même assez bien le sujet. Vraiment, la première posture, c'est l'humilité parce que, en fait, je ne sais pas. Et c'est avant tout ça qui est essentiel à dire, c'est: «Dis-moi, toi, ce que tu ressens. Dis-moi, toi, ce que tu as envie. Dis-moi, toi, tes besoins. Dis-moi, toi, comment tu envisagerais les choses». Et le simple fait de venir formuler tout ça, eh bien, ça aide l'autre à sortir de cette solitude. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas lui donner une recette parce que de toute façon, il y en a pas. Alors il y a plein de thérapies et je suis déjà venue plein de fois vous parler des thérapies qui existent en traitement du psychotrauma. On a le MDR, on a l'hypnose, on a, les thérapies cognitives et comportementales, on a, les thérapies brèves, on a bien sûr la psychanalyse. Bien sûr, tous ces outils, sont intéressants, tous ces outils peuvent être parfaitement utiles pour chacun d'entre nous, mais justement, s'il y a beaucoup d'outils, c'est parce qu'en fait, il y a plein de solutions. Il n'y a jamais une solution, jamais une seule façon de voir les choses. Donc cette expérience unique, elle est elle est terriblement profonde, intime et c'est un face à face avec soi-même, du coup. Parce que ça vient révéler des choses de nous-mêmes. Dans la mesure où c'est intime, dans la mesure où c'est individuel, dans la mesure où c'est personnel, ça parle de nous. Ça vient de nous. Ça vient de nous individuellement, ça vient de nous familialement, ça vient de nous collectivement. C'est-à-dire que la manière de ressentir et de recevoir cette douleur, elle va passer au tamis de notre histoire individuelle, de notre histoire familiale, de notre histoire collective, c'est-à-dire de tout ce qu'on a agrégé de compréhension de notre environnement au cours de nos années, puisqu'on arrive à un certain âge, donc on arrive à avoir digéré certaines compréhensions du monde à travers notre propre spectre. Et donc, eh bien, ce qu'on va en comprendre, ce qu'on va en dire, et puis ce qu'on va en faire, parle de nous, dit quelque chose de nous. Et c'est aussi ça qui fait que c'est totalement unique. C'est-à-dire que je pourrais accompagner autant de personnes qu'il y a, dans la richesse de mon travail, eh bien, je ne ferai jamais la même chose, je n'aurai jamais les mêmes histoires, je n'aurai jamais les mêmes mots. C'est ce que moi, personnellement, j'aime dans cette rencontre-là. C'est-à-dire que c'est pas du tout le trauma qui m'intéresse, même si, Nathalie a a justement dit que j'étais spécialiste du psychotrauma. En fait, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est: et toi, comment tu le vis? Comment tu le ressens et comment tu le comprends? Et qu'est-ce que tu veux en faire? Parce que par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu de vivre, qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on n'a du coup pas prévu d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est un truc où on va dire: «Ah non, mais pas du tout en fait, je ne veux pas vivre ça, ça ne m'intéresse pas et c'est même pas pensable. Je refuse de vivre ça». Donc c'est quelque chose qui est contre notre imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait jamais imaginé ça pour nous et on a quelque chose comme ça à vivre. On a quelque chose à traverser, on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à vivre avec ça. Parce que définitivement, en fait, on nous dit, «Il faut vivre avec ça». Et c'est pareil, on n'a pas du tout envie de vivre avec ça. Et forcément, la question de mettre fin à nos jours quand on a vécu une expérience traumatique, elle est là et elle est presque normale. On te donne à vivre ça, cette expérience unique, cette expérience intime, il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de filet de sécurité, on sait pas comment ça va on sait pas comment ça va terminer, on sait pas quand ça va terminer, on sait pas si ça va terminer et donc, ben, qu'est-ce que tu en fais? Donc, on peut très bien se dire: «Ah mais non, en fait, moi je veux pas» et on décide de s'en aller. Moi, j'ai pas de jugement à donner là-dessus. C'est que le corps a dit: «Non». Mais si, pour X, Y raison dont je n'ai jamais je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien décider qu'on va vivre, pour soi, on peut très bien qu'on va décider de vivre parce qu'on a des enfants, on va très bien décider de vivre parce que, on a promis à quelqu'un qu'on allait, vivre. En fait, il y a des milliards de raisons de se dire qu'on va rester en vie. Ça appartient à chacun, ça fait partie aussi de l'expérience traumatique. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus à donner. Mais en tout cas, dans cette, expérience,
quand on décide de la vivre et de la traverser, eh bien, en fait, il y aura des notions toujours d'avant, de pendant et d'après. Et donc, dans l'expérience traumatique, il y a cette notion de solitude, il y a cette notion d'unicité et cette notion d'intime, mais il y a aussi la notion du temps et de Il y a l'espace. beaucoup de paramètres aussi là, hein. Donc, le métier. Est-ce que c'est possible de couper encore vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, cette notion de temps et d'espace, elle va être aussi au centre de ce qui va nous occuper encore ce soir. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à parler des symptômes du corps, il faut parler de l'espace du corps. C'est-à-dire que dans le trauma, il y a une notion qui vient percuter notre temps et notre espace. C'est vraiment les deux données fondamentales qui sont percutées dans l'expérience traumatique, encore une fois, quelle que soit l'expérience traumatique. À partir du moment où il y a un avant, un pendant, un après, c'est qu'il y a une perception qui va être bouleversée de notre expérience sensorielle temporelle. Et par définition, qui va être également transformée au niveau de notre perception de l'espace. Vous savez que, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Albert Einstein, l'espace et le temps sont deux notions qui sont fondamentalement liées, l'espace influent sur le temps, et le temps influent sur l'espace. Donc, ces deux notions nous constituent. Dans la notion de temps qui est percutée par une expérience traumatique, avec un avant, un pendant, un après, en fait, tout l'enjeu de la traversée de ce temps-là va être de venir mettre du sens sur ce temps-là. Encore une fois, ce temps n'a pas de sens. Ce temps, en fait, ne voulait pas être vécu, ne devrait pas être vécu selon nos propres référentiels d'avant. Donc, en fait, on tombe dans un espace-temps dans lequel on ne veut pas être, dans un temps qu'on ne veut pas vivre. Si on décide de se raccrocher au temps dans lequel on veut vivre, alors on se raccroche à l'espace dans lequel on va le vivre, c'est-à-dire à notre corps. Et notre espace du corps va venir être transformé aussi par ce changement de perception de notre espace. Moi, je définis 3 notions d'espace qui sont percutées dans le trauma. Il y a l'espace du corps, il y a l'espace de la pensée, de l'esprit, et puis il y a l'espace de l'âme. C'est-à-dire que ces 3 strates d'espace qui sont transformées et sur lesquelles le trauma va interférer. Il va agir sur notre âme, c'est-à-dire sur notre notion de à quoi ça sert de vivre, en fait, si on nous dit de vivre ça? Je ne comprends pas, ça vient percuter notre notion de spiritualité. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu quand on vit des traumas? Évidemment, la notion de croyance à Dieu vient être questionnée. Et surtout quand on aborde les problématiques en lien avec le deuil d'un enfant, on se dit: «Mais Dieu n'existe pas s'il permet ça». Ce sont des phrases qu'on retrouve très souvent. Donc, la notion de spiritualité, la notion d'âme est perturbée parce qu'en fait, on perd de vue notre notion du sens de la vie. À quoi ça sert cette vie-là, en fait? Bah, alors ça servait à rien avant et ça servira à rien après. C'est-à-dire que la vie, ça sert pas, c'est pas un objet. Mais ça vient en tout cas nous briser quelque chose. Ça vient briser complètement notre perception du sens de la vie. Il y a l'espace de l'esprit et on sait combien les pensées envahissantes sont perturbées dans l'expérience traumatique. On tourne en boucle nos pensées sur ce qui aurait dû être, ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait dû se passer. J'aurais dû dire ça, il aurait dû faire ça, j'aurais dû comprendre ça, j'aurais dû voir ça avant, si j'avais fait ça. Et donc, toutes nos pensées ne sont tournées que sur cette problématique de cette perception de l'espace de l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit devient extrêmement contracté autour de quelques pensées qui vont tourner en boucle dans notre tête et on va avoir du mal à s'en sortir. Et ça, c'est définitivement aussi qu'on est en train de vivre une expérience traumatique. Et puis, encore une fois, l'espace du corps, et là on en arrive, enfin je vais venir au sujet de la conférence,
qui est l'espace de ce corps qui est extrêmement et profondément impacté par ce qu'on vient de vivre. Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans la mesure où l'expérience est unique, je vais avoir du mal à vous faire des généralités de cette expérience du corps. Mais quoi qu'il en soit, le corps va nous parler. Le corps va venir signifier dans l'espace du réel que quelque chose ne va pas, que quelque chose est trop difficile à intégrer. Encore une fois, quand on parle d'intégration, on parle encore d'espace. C'est-à-dire que notre espace doit changer d'espace pour pouvoir digérer cette information. Et c'est vrai que la première notion dont j'aurais envie de parler ce soir, c'est la notion du poids. Paradoxalement, j'ai vraiment envie de commencer les symptômes avec le poids. Je ne crois pas avoir vraiment abordé ce sujet-là. On a parlé d'alimentation, on a parlé des troubles du comportement alimentaire dans d'autres conférences, mais c'est vrai que la notion de poids, pour moi, elle est vraiment à aborder. Quand on vit une expérience traumatique, notre poids va changer. C'est 100%, c'est 100% observé. Il y a des gens qui vont disparaître qui vont perdre complètement tout leur poids, qui vont perdre complètement leur substance vitale, parce qu'en fait, l'espace accordé à ce trauma nous bouffe l'intérieur. Et d'autres personnes vont prendre du poids pour pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qu'elles ont d'un coup à vivre. Et cette différence de perception, encore une fois, elle est complètement unique. Je ne vais pas vous dire que... Pardon. Elle est complètement individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Il va falloir que vous compreniez que quand je vous parle des symptômes, en fait, ce n'est pas des problèmes. C'est juste un constat. C'est juste normal. C'est-à-dire qu'en fait, un corps qui ne change pas de poids après un trauma, c'est un corps qui n'a pas vécu de trauma. Donc, en fait, le changement de poids après un trauma fait partie de l'expérience. J'accompagne des patients qui ont vécu des cancers, qui ont vécu des viols, qui ont vécu des expériences traumatiques diverses et variées. Il y a, dans 100% des cas, un changement de poids. Donc, ce n'est pas de se dire « Oh là là, je mange trop » ou « Ah là là, je ne mange pas assez ». Votre poids, et on le sait aujourd'hui, n'est pas lié à votre alimentation. Il vient se positionner, se fixer sur d'autres critères. Le premier étant émotionnel, donc ce n'est pas alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont manger et qui vont complètement fondre et disparaître en termes de poids, et d'autres qui vont rien manger et qui vont prendre du poids. Donc, ça n'a rien à voir avec votre alimentation. Donc déjà, il faut arriver à se déculpabiliser de cette vision sociétale d'un poids qui devrait être standard, alors qu'en fait, c'est totalement illusoire. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Et en fait, encore une fois, comme je l'ai dit au départ, dans l'expérience traumatique, on sort du cadre habituel social. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rentre pas dans la case. On sort de la case initiale. On n'est pas standard. Donc, à partir du moment où on n'est pas standard, tout ce qu'on va faire ne va pas être standard. C'est-à-dire que notre rapport au poids ne va pas être standard, forcément. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un poids normal qui convient à la société. On va plus rien faire, en fait, qui convient à la société. C'est-à-dire que même quand on rigole, en fait, on va nous dire « Non, mais en fait, elle rigole, mais en fait, elle est dans le déni. » Moi, je rigole. Dans le déni, en fait. Marie, on s'est un peu haché. Je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est tout le monde. Mais... c'est pas... On a le droit de rire, en fait. Ou qu'on va, je ne sais pas, avec vous, parce que il
y a beaucoup de culpabilité qui est tournée autour de cette notion-là. Ben oui, ben, c'est normal en fait. Vu ce que j'ai à digérer, ben, mon corps réagit. Et c'est plus d'être, encore une fois, curieux de notre manière de réagir, parce que ça va parler de nous. Ça parle de notre besoin. En tout cas, moi, quand j'ai eu un trauma, en tout cas, j'ai pris du poids. C'était comme si, alors pour plein de raisons, c'était peut-être pour protéger du regard, ou c'était peut-être pour changer mon apparence, ou c'était peut-être pour ne plus être désirable, ou c'était pour plein de raisons, en fait. Il n'y en a pas une seule. Mais il y a aussi cette sensation, en tout cas moi, ce que j'ai vécu dans la méditation, c'est l'impression de devoir m'expandre pour que tout puisse rentrer. Parce que aussi, je fais partie de ces gens qui vivent pleinement les choses. Donc en fait, c'est comme si d'un coup, j'avais mon corps qui avait dilaté pour que tout rentre et que je comprenne bien tout. Et à d'autres personnes vont perdre du poids parce qu'elles vont venir à l'essentiel. C'est-à-dire qu'elles vont venir un peu dans une rectitude de dire: «OK, moi, OK, je viens direct sur ce que je viens faire, c'est ça, en fait». Donc il y a plein de manières de comprendre notre poids. Et c'est plus de le regarder, encore une fois, avec douceur, avec bienveillance, avec tendresse, parce que c'est simplement nous, en fait. Moi, je vous dis ça de moi, mais une autre personne qui prendra du poids le vivra d'une autre manière que ce que je viens de vous dire. C'est pas parce que j'ai pris du poids, moi, et que tout le monde va le vivre de cette manière-là, et que toutes les personnes qui ont séché vont le vivre en étant dans une rectitude et dans un alignement, en fait. C'est pour vous donner des exemples. C'est plus pour nous amener à nous questionner de: «Et moi, quand j'ai pris du poids ou quand j'ai perdu du poids, qu'est-ce que ça a voulu dire de moi?» Et ça, c'est la première question finalement qui va nous aider à nous embarquer dans ces symptômes. Moi, je les appelle les symptômes, parce que ce sont les symptômes de votre âme. Votre corps, il est relié à votre âme, c'est la maison de l'âme. Et les symptômes, elles vont être un moyen de parler de vous dire: «Bah, tu vois, toi, tu as réagi comme ça». Parce que le trauma, je dis cette phrase, c'est: «Il est jamais un choix». Ça n'est jamais un choix de vivre un trauma. Mais il nous donne le choix de nous rencontrer, de nous découvrir et de, quelque part, découvrir comment on est, qui on est. C'est un peu une opportunité de découvrir qui on est, dont on se serait tous très, très bien passés. Et c'est évident, je ne reviens même pas là-dessus, ça c'est clair. Mais une fois qu'on a vécu ça, une fois qu'on a dit: «OK, je vais le vivre, je vais rester sur la terre». Bon, en fait, ça me donne l'occasion de me rencontrer et de me comprendre. Et moi, quand j'ai compris ça de moi, quand j'ai pris du poids, je me suis dit: «Ah OK, d'accord, OK, ça veut juste dire que c'est moi». Alors je vais pas forcément passer mon temps à lutter parce que, je vais pas lutter contre moi, en fait. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse, plus communiquer simplement avec mon âme à l'intérieur. J'ai peut-être pas besoin de tout cet espace. Peut-être qu'en fait, je peux avoir un espace dans lequel je me sente plus à l'aise. Et ça va être plus d'aborder les notions de poids de cette manière-là. Alors, plus, est-ce que tu as besoin de tout cet espace? Au début, ça va peut-être être oui, en fait, parce que l'énormité du trauma, elle est tellement grande que, peut-être au début, en effet, on a besoin de tout cet espace-là. Et voilà. Et puis il y a pas de problème et on va prendre le temps qu'il faut pour digérer tout ça parce que, ça ne peut pas se digérer en 5 minutes au vu de l'ampleur de la souffrance. Évidemment, l'autre symptôme dont on ne peut pas ne pas faire l'économie, c'est le sommeil. C'est-à-dire que dans la mesure où nos pensées, et je vous ai dit tout à l'heure, dans l'espace des pensées, il y a cette rumination, il y a cette omniprésence des pensées, il y a évidemment aussi l'omniprésence des flashbacks, c'est-à-dire ces visions qu'on a de l'événement traumatique, où on a des images qui nous reviennent en flash, parfois à n'importe quel moment de la journée. Eh bien ça va avoir un impact sur notre sommeil. Et c'est normal. Et c'est parfaitement logique. Alors, face à cette symptomatologie, comme le sommeil fait quand même partie de nos besoins fondamentaux et nécessaires et qu'il aide quand même à la récupération psychique et émotionnelle, on peut avoir besoin de prendre des médicaments.
Et je sais pas que je suis contre ou pas, en fait. J'ai même pas la question. Encore une fois, je vous ai dit expérience unique, expérience individuelle, expérience personnelle. En fait, on fait tous comme on peut, on fait tous, selon ses propres besoins et cetera. Mais déculpabilisez-vous par rapport à ça également. C'est-à-dire que parfois, eh bien, on a besoin d'être accompagné, pour dormir parce qu'on a besoin de récupérer, on a besoin de mettre cet espace des pensées au repos. C'est-à-dire qu'on va dire à l'espace des pensées: «OK, mais là, en fait, j'ai besoin j'ai besoin juste de déconnecter, j'ai besoin juste de débrancher» et on peut avoir besoin parfois de prendre des médicaments et c'est OK et c'est très bien et il n'y a pas de règle à avoir. Mais il faut aussi se dire que de toute façon, c'est pas une solution, c'est-à-dire que cette, problématique du sommeil, il va falloir qu'on s'en occupe. Donc on peut la différer, parce qu'à un moment donné, il faut dormir, il faut récupérer de l'énergie, il y a, peut-être, d'autres problèmes, à résoudre, plus urgents et c'est évident. Mais il va falloir quand même qu'on se pose sur la question du sommeil parce qu'il va être perturbé et il va être normalement perturbé et il va falloir accepter qu'il soit perturbé. C'est-à-dire que si on cherche enfin, si on se dit: «Si je dors pas, c'est un problème», alors c'est qu'on n'a pas tout compris qu'on était en train de traverser un trauma. C'est-à-dire que si on s'attend à dormir sans problème dès le premier jour, tout le temps, c'est qu'on n'a pas compris qu'on était en train de traverser quelque chose qui, par définition, va perturber notre sommeil. Donc, il faut aussi accepter de ne pas dormir. Si le corps, il a besoin, parce que, bah, OK, tu as besoin de penser, bah, écoute, vas-y quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, fais ce que tu as à faire. Je peux pas on peut pas lutter sans cesse contre ça. Donc évidemment, je vais vous parler de mes pratiques favorites, qui sont les pratiques de méditation, mais en fait, l'accueil des pensées dans la méditation, c'est vraiment un fantastique outil que évidemment on ne va pas faire quand la phase est trop aiguë, quand c'est trop douloureux, quand c'est impossible. Ben là, on peut prendre des médicaments, en fait et c'est très bien et c'est OK. C'est là où en fait, c'est à vous de vous rencontrer et de vous doser, de dire: «Là, je peux et là, je peux pas». Ça vous impose d'être sympa avec vous et parfois de vous dire: «Non, en fait, là, bah, je peux, ça va, j'ai rien à faire demain, ben, banzai, on y va». C'est c'est aussi se rencontrer. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé du poids, même si ce que vous mangez n'a pas forcément d'impact sur votre poids, le rapport à l'appétit va être transformé également. Parce que le rapport à l'appétit, c'est le rapport à 3 choses essentielles dont on va parler maintenant. C'est le besoin, le plaisir et l'envie. Et ça, c'est totalement perturbé en trauma. Parce qu'on se dit: «Non mais en fait, j'ai pas de besoin parce que de toute façon, je sais même pas pourquoi je suis sur cette terre, je sais même pas pourquoi je respire, je sais même pas pourquoi je suis là, donc en fait, clairement, j'ai besoin de rien parce que si je pars, ben, c'est pas grave. Je peux pas avoir de plaisir». Ben non, non, c'est impossible. Je viens de vivre quelque chose d'expérience, insupportable. Je peux pas aller m'acheter un pull, quoi. Enfin, c'est pas possible. J'ai pas besoin d'un pull et je peux pas avoir de plaisir à aller m'acheter un pull. Donc en fait, même le fait d'aller s'acheter un pull après un deuil, c'est une expérience, que peu de monde peut comprendre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va dire: «Non mais bon, j'ai acheté un pull, quoi». Mais rien que ça, chez certaines personnes, ça va être une expédition parce qu'on ne peut pas avoir de besoin, on ne peut pas avoir de plaisir et on ne peut pas avoir d'envie. En fait, tous ces trois mécanismes-là, ils sont à zéro. Donc évidemment, la sexualité, ben, on n'y pense même pas en fait, ça n'existe pas et on ne peut pas avoir je parle dans l'immédiateté, hein, ni de besoin, ni de plaisir, ni d'envie. Sauf que sans envie, sans plaisir, sans besoin, notre cerveau ne sait pas fonctionner. Je vous en ai déjà parlé, il y a une petite hormone qui s'appelle la dopamine. Notre cerveau en a vraiment besoin pour fonctionner et de la sérotonine, notre cerveau en a besoin pour se projeter et si on ne sécrète ni dopamine ni sérotonine, en fait, notre cerveau, il périclite. Donc comme il est en mode survie,
on est bien d'accord qu'on a décidé de vivre, mais on n'a pas encore arrivé à vivre, donc on est en mode survie. On va tomber dans ce qu'on appelle les dépendances, qui vont nous permettre de survivre. Et ça peut être du coup des dépendances à la sexualité, ça peut être des dépendances à l'alcool, ça peut être des dépendances à l'alimentation, ça peut être des dépendances au jeu, ça peut être des dépendances en fait à peu près tout, hein. Ça peut être même des dépendances au sport, enfin voilà, on en a déjà parlé dans d'autres conférences. Sans envie, sans plaisir, sans besoin, notre cerveau, il est en train de péricliter, donc il y a une espèce d'instinct de survie qui vient enclencher le mécanisme de sécrétion de la dopamine et de la sérotonine, et on va pouvoir tomber dans les dépendances. Donc ça vient nous sauver la vie là. C'est pas un problème. Ça peut être une phase en fait. Elles viennent juste nous dire, en fait, si tu n'as pas d'envie, pas de plaisir, pas de besoin, moi je vais te faire des pulsions où du coup tu vas sécréter de la dopamine et de la sérotonine et ton cerveau il va continuer à avancer. Donc quand on vient traiter la dépendance dans le psychotrauma, on y va avec douceur et tendresse parce que, encore une fois, c'est un symptôme qui a sauvé la vie de notre patient qui est en face de nous. Donc, on ne va pas déjà le juger, ça c'est évident, rien des choses est évidente, mais on va surtout essayer de faire travailler le patient à faire renaître l'envie, le plaisir, les besoins naturels, parce qu'en fait, on va le remettre dans le circuit de la vie et petit à petit, en fait, les dépendances vont cesser naturellement. Donc, on ne va pas aller chercher à se faire céder les dépendances en primo intention. Ça ne fonctionnera pas, puis ça n'a pas de sens, et puis c'est même pas bon, en fait. C'est pas quelque chose qu'on va rechercher. Donc, on va raisonner, on va sortir du symptôme basique. Mais il y a une dépendance à, je ne sais pas moi, à l'alcool. C'est pas ça le problème, en fait. C'est pas du tout la dépendance à l'alcool le problème. Le problème, c'est que il n'a plus envie de vivre, en fait. Donc, forcément, il n'a plus envie, il n'a plus de plaisir, il n'a plus de besoin. Et ça, c'est ce qu'il se raconte, ce que cet individu se raconte dans sa tête parce que le trauma l'a mis à terre et parce qu'on va le prendre en soin et parce qu'on va l'accompagner petit à petit, dans le meilleur des cas. On va essayer de faire renaître cette connexion à la vie qui nous connecte à nos besoins. Parce qu'en fait, la première des choses, c'est qu'on a des besoins. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir du plaisir, on a besoin d'avoir des envies, on a besoin pour vivre d'être connecté à ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent parfois, c'est également des profondes douleurs. Dans l'espace du corps, il y a toutes les douleurs qu'on va ressentir, qui sont l'expression de la douleur de notre âme. Notre âme, son meilleur moyen de crier, c'est de passer par le corps. Et donc, on va ressentir des douleurs dans le corps qui ne sont pas forcément corrélées par une symptomatologie clinique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir des douleurs osseuses, on peut avoir des douleurs de céphalée, donc des douleurs, des maux de tête, on peut avoir des douleurs cardiaques, des pointes dans le cœur, on peut avoir des douleurs dans les mâchoires, dans les yeux. Toutes ces douleurs-là, elles vont exister et elles n'ont pas forcément de fondement clinique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire 50 000 examens, des IRM, des prises de sang, etc. Et puis, en fait, il n'y aura rien. Mais c'est pas que c'est dans la tête. C'est dans votre âme. C'est dans votre cœur. Et c'est quelque chose qui existe. Votre âme, elle existe. Votre corps, il existe. Donc, surtout, refusez les phrases de « c'est dans ta tête ». En fait, non. Quand j'ai mal au bras, c'est dans mon bras. Quand j'ai mal au ventre, c'est dans mon ventre. Quand j'ai mal aux yeux, c'est dans mes yeux. C'est pas dans ma tête. Quand j'ai mal à la tête, oui, c'est dans ma tête. Ça, c'est vrai, mais c'est la seule fois. Vos douleurs, elles sont réelles. Nos douleurs, elles existent. Elles sont le cri de notre corps qui dit « là, j'ai mal ». Qu'est-ce que ça dit quand on a mal dans une articulation? C'est qu'on n'arrive plus à faire de lien. Une articulation, c'est un lien. C'est un lien entre des membres avec le tronc, par exemple, ça peut être l'articulation des épaules, ça peut être l'articulation des genoux, ça peut être l'articulation des hanches, peu importe. Mais l'articulation qui vient, je n'ai plus de lien avec. Alors, par exemple, dans le bassin, eh bien,
vous comprenez bien que le bassin, en tout cas chez une femme, c'est le lieu de l'enfantement, c'est le lieu de la vie. Donc, quand on a des douleurs à l'aine ou autour du bassin ou autour de la hanche, c'est qu'en fait, notre bassin, celui qui a donné la vie, il hurle. Il dit, là, il y a une partie de moi qui est morte parce que de cet endroit-là, tu es parti et de cet endroit-là, je ne te retrouverai plus. Donc, ces douleurs d'articulation, ces douleurs musculaires, ces douleurs ventrales, ces douleurs dans la tête, où d'un coup on a des douleurs de migraine parce que ça me prend la tête, ça me prend la tête. En fait, quand on a dans le langage courant toutes les expressions qu'on a de ça, j'arrive pas à le digérer, ça m'a brisé le cœur, ça me prend la tête, j'en ai plein le dos, ça me tourne les tripes. C'est vrai, ça se passe comme ça. Au Japon, on sait qu'on peut c'est une maladie qui est reconnue au Japon, qui est un infarctus du cœur dû à un choc émotionnel. Et en ce moment, il y a un procès qui est à Marseille, au tribunal correctionnel de Marseille, qui parle de l'accident de car de Millas, où il y a 6 enfants qui ont perdu la vie, avec 6 familles endeuillées d'enfants qui sont décédés lors de cet accident qui a percuté, en fait, un bus qui a percuté un train. Et c'est donc le procès de la conductrice du bus qui, lors du procès, en pleine audience, a fait un infarctus. Cette femme, alors, vit un trauma parce qu'elle est confrontée à une réalité qu'elle ne veut pas vivre. Alors, même si elle n'a pas le même traumatisme que les familles, évidemment, qui ont perdu un enfant, il faut comprendre que cette femme aussi doit vivre quelque chose d'extrêmement violent et douloureux. Ce n'est pas pour minimiser la souffrance des parents, c'est juste que dans cet exemple-là, cette femme a vécu un infarctus pendant l'audience, tellement l'émotion engendrée par le récit des familles, le récit de l'accident et évidemment sa mise en cause et sa responsabilité, la perturbe profondément. Donc, c'est pas que je dis, il n'y a pas de jugement par rapport à elle et je ne suis pas juge et je ne veux même pas me prononcer sur cet accident. C'est juste que cette femme aussi, dans son corps, vit une douleur gravissime où elle a été hospitalisée parce qu'en fait, émotionnellement, elle n'arrive pas. Et qu'est-ce que ça vient dire? Elle n'a pas fait. Son cœur s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'elle aussi, c'est une maman. Peut-être qu'elle aussi, en fait, elle peut se projeter dans la gravité de sa responsabilité. Et en fait, peut-être qu'elle n'y arrive pas. Et qu'en fait, son cœur dit je suis brisée, je ne peux plus vivre après ça. Est-ce que j'ai le droit de vivre après ça? Donc, les douleurs qui existent, ce sont des vraies douleurs. Il ne faut pas se dire qu'elles sont dans la tête, il ne faut pas se dire qu'elles sont de notre esprit, je ne sais pas trop quoi. Elles nous parlent. Encore une fois, ce sont des symptômes, c'est-à-dire qu'elles nous disent quelque chose de nous-mêmes. De la même manière, si on parle de syndrome inflammatoire, j'ai déjà, lors d'une conférence précédente, vous parlez du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, je l'ai déjà un peu rapidement évoqué. On n'est pas là pour faire des cours de physiologie, mais quand on a des chocs émotionnels profonds avec des transformations du coup, biologiques de notre organisme, notre corps, il est profondément transformé biologiquement. C'est-à-dire qu'on va avoir des palpitations cardiaques, on va avoir de l'hypertension artérielle, on peut déclencher des diabètes, on peut déclencher évidemment des cancers, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie. Mais on peut également déclencher ce qu'on appelle les syndromes inflammatoires, c'est-à-dire toutes les maladies auto-immunes, dont une qui est assez connue, qui s'appelle la fibromyalgie, qui est une grande pathologie inflammatoire qui touche les douleurs articulaires principalement. Mais qu'est-ce que c'est l'inflammation? C'est mon corps prend feu, en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement une colère incroyable de ce qui vient de se passer que j'ai tout le corps qui prend feu et j'ai un syndrome inflammatoire. Donc, les syndromes inflammatoires vont, comme l'hypertension artérielle d'ailleurs, être des syndromes qui sont souvent en lien avec une colère profonde ou réactionnelle aussi à une peur profonde. C'est-à-dire que
la colère et la peur ont été telles que la seule solution de l'organisme pour pouvoir continuer à fonctionner et à survivre, c'est de mettre en route un syndrome inflammatoire pour contrebalancer la peur et la colère. Physiologiquement, si on connaît un peu la physiologie des émotions et du système nerveux autonome, on a le système nerveux sympathique avec peur, colère, joie. Mais bon, joie, ce n'est pas un problème pour nous ce soir. Et puis le système nerveux parasympathique où on a donc tout ce qui est inflammatoire et la tristesse. Et pour ne pas s'effondrer dans la tristesse, c'est-à-dire pas pour que d'un coup on disparaisse et qu'on soit en mélancolie totale, parce que ça faut savoir que la mélancolie, c'est une pathologie psychiatrique qui est grave, où en fait on n'arrive pas à se reconnecter à la vie. En fait, c'est un syndrome extrêmement gravissime. Ça fait partie des pathologies les plus graves en psychiatrie d'ailleurs. Pour éviter de tomber dans la mélancolie, notre organisme, il peut nous sauver en développant un syndrome inflammatoire. C'est-à-dire que ça vient contrebalancer des peurs et des colères massives qui viennent chambouler tout notre équilibre biologique. Et puis bien évidemment, on va également être modifié au niveau de notre concentration et de notre attention, comme on l'a déjà abordé dans d'autres conférences, parce que dans l'espace de notre esprit, comme tout à l'heure je vous ai parlé avec le sommeil, eh bien, il n'y a plus du tout d'espace pour autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, notre esprit, l'espace de notre esprit est occupé à gérer ses flashbacks, à gérer ses pensées, à gérer quelque chose qu'on ne veut pas gérer. Et donc, notre concentration et notre attention vont être perturbées. Et encore une fois, c'est parfaitement normal. Donc, tous ces symptômes vont parler en fait de notre histoire, de nous. Pour moi, ils sont normaux. C'est-à-dire qu'ils sont simplement le résultat d'un vécu traumatique qu'on est en train d'expérimenter. Donc, la question va être de la guérison. Et c'est vrai que j'ai déjà abordé plusieurs fois la question de la guérison en conférence, parce que qu'est-ce que ça veut dire guérir? Du coup, après ça, est-ce que du coup, quand j'ai plus de syndrome inflammatoire, c'est bon, c'est que j'ai passé mon deuil et que j'ai pas de deuil pathologique? On en parlait aujourd'hui avec Nathalie sur ces notions de deuil pathologique, de deuil normal, comme si en fait, il y avait des gens qui nous expliquaient ce qui était normal et ce qui n'était pas normal dans une expérience unique et individuelle. Donc je ne comprends pas toujours très très bien, mais cette notion de guérison, elle va être au centre de ces symptômes, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que si j'ai toujours des symptômes, c'est que je ne suis pas guérie? Ou est-ce que je vais avoir des symptômes parce que forcément j'ai vécu quelque chose de traumatique et que ça va laisser des séquelles, mais que pour autant je suis quand même guérie? Eh bien ça aussi, cette réponse-là, c'est vous qui allez la dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vraiment de réponse de réponse à donner sur cette expérience et sur cette guérison. Moi, j'emploie le mot guérissage, vous le savez, parce que guérir, c'est devenir un guerrier sage. C'est-à-dire qu'on arrête justement de se battre contre nos symptômes, qu'on arrête de se battre contre notre histoire, qu'on arrête de se battre contre le réel et qu'on vient intégrer dans notre vécu, peut-être des traces de notre expérience traumatique. Moi, j'en ai encore des traces de mon expérience traumatique et je vis avec et c'est OK en fait. Je ne vais même pas chercher à les enlever et puis je ne vais même pas non plus chercher à les combattre en fait. C'est que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon expérience et c'est pas pour autant que je ne suis pas dans mon guérissage parce que l'expérience que j'ai traversée, elle s'est inscrite dans mon histoire individuelle, mais dans aussi mon histoire familiale et j'espère dans l'histoire du transgénérationnel, dans l'histoire du collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on inscrit notre histoire dans notre histoire individuelle, dans notre histoire familiale et dans notre histoire collective, alors moi, je pense qu'on a atteint une certaine forme de sérénité, de guérison,
de guérissage, parce que le système dans lequel je suis installée aujourd'hui, je dis moi, mais je dis quand on a atteint le guérissage, eh bien, il est OK. C'est-à-dire que je suis en sécurité. Je sors de la survie, je m'insère dans la vie, et peut-être que j'aurai encore des symptômes en lien avec mon expérience traumatique, mais elles sont en fait les traces de mon expérience passée, qui sont aussi les enseignements que j'ai compris de cette expérience passée. Donc il ne faut pas forcément chercher à aller les combattre. Ce n'est pas forcément des ennemis, c'est aussi des choses qui viennent nous parler de nous, et c'est très beau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Merci Marie. Non, non, pas du tout, parce que j'ai plein de questions. Bon. En tout cas, tu as fait le tour, mais ça a éveillé, en tout cas chez moi, beaucoup de questions, et j'invite les personnes qui sont dans le Zoom à nous en envoyer également dans le fil et sur Facebook, éventuellement en commentaire, on essaiera peut-être de te les poser. Alors, j'ai pris quelques notes. D'abord, par rapport au... alors, c'est très clair, hein, tout ce que tu as dit, et merci de chaque fois revaloriser cette espèce d'intelligence du corps, de l'esprit, du cœur. On voit bien que même dans nos comportements qu'on imagine les plus honteux, c'est-à-dire les addictions, les difficultés qu'on peut avoir, où là on va se juger, tu nous permets de comprendre à quel point c'est intelligent. Après, ça ne veut pas dire que c'est agréable à vivre, mais c'est intelligent parce que ça amène ce que tu as expliqué sur la survie, ça prend soin quelque part de nous, même quand c'est douloureux. Et je trouve qu'il y a quelque chose de profondément rassurant quand on t'écoute, à voir et à comprendre que tout notre corps, notre tête et même nos émotions, notre cœur, finalement, est infiniment plus intelligent que ce que notre compréhension peut en percevoir. Et même si nous, on ne comprend pas pourquoi on fait ça, il y a un sens. Ce n'est pas juste parce qu'on est nul, parce qu'on n'est pas capable, parce que encore une fois, de toute façon, après ce qu'on a vécu, on n'est plus bon à rien. Donc ça, c'est vraiment un grand merci parce que ça fait du bien entendre, vraiment. Moi, je sais que quand je t'entends, je me juge un peu moins dans mes difficultés. Alors, j'avais juste envie de te poser une question sur ces conséquences au niveau du corps qu'on peut avoir quand finalement la tête s'entête à pas voir, à pas vouloir, ou à refuser par exemple une émotion, et dans une forme de non, je dois tenir, même pas mal, voilà, puis je dois bosser, puis je dois porter la famille, et donc tous ces exemples où le corps va prendre en charge ce que la tête ne veut pas assumer, et on va peut-être tomber malade parce que comme on ne s'écoute pas et qu'on s'épuise, et bien c'est le corps qui va nous arrêter par une maladie, un accident, quelque chose qui va nous obliger à nous arrêter. Et donc là, on voit bien que c'est le corps qui parle quand la tête n'écoute pas. Ou alors aussi l'exemple où on va se punir. Tu vois, la tête, il y a tellement de culpabilité, il y a tellement de tiraillements entre des injonctions contradictoires, entre j'ai pas le droit d'aller bien, ou je devrais faire ceci, mais en même temps, j'ai pas cela. Ben, le corps va presque nous apporter la solution. Ou nous punir, c'est-à-dire finalement, je suis profondément coupable, c'est ma faute, et ben, je vais développer une maladie. Ben, comme ça, je me punis. Il y a aussi quelque chose, tu vois, que ce soit dans un sens de je prends en charge l'émotion ou j'apporte une solution psychique par le corps à un dilemme, à un paradoxe, ce qu'on appelle les injonctions contradictoires en psychologie, où je ne peux pas concilier deux choses, et ben finalement le corps apporte une solution. Voilà, si tu pouvais aussi peut-être nous parler de ces cas qui peuvent être aussi consécutifs à des traumas, mais pas que. Hein. Alors moi, j'ai à couper.
Ah, mince. C'est bon, vous m'entendez bien? J'ai entendu ta question. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Bon, ça a juste un petit peu coupé sur la fin. En fait, le corps, il va toujours monter crescendo. C'est-à-dire que les symptômes, encore une fois, ils vont toujours commencer à bas bruit. Et en fait, moins on les écoute, et plus le corps crie fort. C'est-à-dire qu'en fait, on va monter à chaque fois en degré de gravité, moins on écoute le corps. Mais il faut quand même être honnête. C'est-à-dire que quand on vient vivre une expérience traumatique, on ne part pas de zéro. C'est-à-dire que si, par exemple, on vient de vivre une expérience traumatique, mais que ça fait déjà 40 ans qu'on n'écoute pas son corps, il y a de très fortes chances que l'addition soit tout de suite très forte. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'expérience traumatique, justement, qu'on vient traverser. C'est le résultat de toute une histoire de vie. C'est-à-dire qu'en fait, cette illusion que « Ah, mais moi, j'étais super bien avant, et tout à coup, il est arrivé quelque chose, et maintenant, je suis très, très mal », elle est illusoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vit une expérience traumatique, on vient la traverser avec un bagage déjà. On a déjà une manière d'être en lien avec nous-mêmes. Si déjà avant, on a accumulé sans s'écouter, forcément, l'expérience traumatique va venir faire céder un barrage, et là, ça va être grave tout de suite. Et c'est vrai qu'on voit des pathologies très graves et très lourdes au décours d'une expérience traumatique, mais ce n'est pas que l'expérience traumatique qui vient signer ces symptômes, c'est toute l'histoire de l'individu avant qui vient déborder à ce moment-là. Donc, ce n'est pas, encore une fois, dans la culpabilisation de mon propos. Jamais je ne veux être là-dedans. Mais il faut aussi sortir de l'idée que d'un coup est arrivé quelque chose dans notre vie. Oui, ça, c'est le trauma. Mais on arrive à ce moment-là de notre vie où on a déjà un bagage, où on a déjà une manière de vivre notre corps, où on a déjà un vécu. On n'arrive pas à zéro. Donc, forcément, si on n'écoute pas notre corps depuis déjà 20, 30, 40 ans, et qu'il y a cette expérience-là, eh bien là, oui, il va crier très fort, et il va crier très violemment, brutalement. Et ce que tu expliquais sur les symptômes ou symptômes, c'est que, évidemment, cela, il parle de nous. Si face à un trauma, certains vont peut-être, comme tu parlais pour la prise de poids ou le fait de perdre du poids, c'est le fait de se blesser plus tôt tel organe ou de développer une inflammation, ça parle évidemment de nous. Et c'est toujours des opportunités de se connaître et j'aime bien cette approche holistique, en fait, où le corps, la tête, l'esprit, d'abord l'esprit, c'est aussi du corps, le cerveau, c'est du corps aussi, et comment finalement on ne se découpe pas en partie. Alors justement, par rapport à ça, comment éviter de développer des maladies ou des inflammations ou de se blesser après, si tu veux, parce que j'ai bien compris que chaque expérience, elle est unique, mais quels conseils tu pourrais donner quand on vit quelque chose de très dur pour éviter de somatiser derrière et en plus de cette émotion d'être impacté au niveau du corps durement. Est-ce qu'il y a des choses à faire, selon toi, pour exprimer ces émotions, ce trop-plein, et pour éviter qu'ils se portent sur le corps? L'entourage va être quand même la façon dont le vécu traumatique. C'est-à-dire que le fait d'être accompagné, soit par un professionnel, soit par un entourage proche, etc., ça va quand même permettre à la personne de se soulager. C'est-à-dire que, encore une fois, cette expérience de solitude
et à la fois unique et soulagé par le fait d'être partagé. C'est-à-dire que le fait de parler à quelqu'un, le fait de pouvoir se confier à quelqu'un, le fait de pouvoir exprimer encore une fois ce qu'on ressent, l'expression, c'est le fait que ça sort de soi, ça aide évidemment à faire sortir de soi cette expérience traumatique, à être à la fois extérieure et à la fois comprise. Il faut comprendre que quand on vient travailler en psychothérapie, en fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ne nous parlent pas à nous, les psychothérapeutes. En fait, ils se parlent à eux. C'est-à-dire que le fait d'exprimer à haute voix ce qu'on ressent à quelqu'un permet de comprendre ce que l'on ressent. Et donc, c'est nous, normalement, psychothérapeutes, on est un miroir pour l'autre. C'est-à-dire qu'on vient simplement accompagner, écouter, reformuler. Et c'est bien pour ça que généralement, on ne prend pas parti, et c'est bien pour ça que généralement, on ne donne pas de conseils. C'est parce qu'on est dans l'accompagnement de la reformulation pour que l'autre comprenne ce qu'il est en train de vivre. Ça sert à ça, de la psychothérapie. Quand il y a symptômes, c'est qu'il y a incompréhension du vécu traumatique. Et le fait de venir l'exprimer, le verbaliser, aide à mettre en mots et à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et évidemment, in fine, le but ultime, c'est l'acceptation. Alors, si je vous dis, pour ne pas avoir de symptômes, il faut accepter ce que l'on vit, je ne suis vraiment pas sympathique parce que, évidemment, qu'on ne veut pas accepter. Bien sûr que la phase d'acceptation, c'est ça qui va être extrêmement douloureux et difficile, c'est qu'elle va être longue, elle va être compliquée, elle va passer par des phases, mais je crois que finalement, pour ne pas avoir de symptômes, eh ben, il faut accepter d'avoir des symptômes. C'est un peu paradoxal, mais en fait, à partir du moment où on accepte d'être traversé en se disant, bah oui, il y aura des symptômes, eh ben, je crois que c'est là où les symptômes restent le moins. Oui, en fait, pour éviter de les aggraver, il faut les voir dans une approche globale où on sait qu'à la fois ils sont inévitables ou consécutifs, qu'ils ont une utilité et qui viennent régler parfois aussi des conflits intérieurs, notamment de culpabilité. Parce que quand on survit à son enfant ou quand on perd son bébé, forcément, il y a quelque chose dans le corps qui s'en veut, qui se juge comme incapable ou ayant donné une vie qui n'a pas survécu. Donc, c'est tellement violent que les conséquences et les symptômes au niveau du corps, il faut peut-être les voir comme aidants, finalement. Douloureux, à accompagner, à soigner. Comme logique. Mais logique et donc presque un passage obligé. Ah bah oui, et plus on va les accepter comme quelque chose de faisant partie de l'expérience, encore une fois, et qu'on n'a pas envie de vivre, mais qui sont parfaitement normaux. Quand on a eu un accident de voiture, la voiture, elle est cassée, et il faut du temps pour la qu'on n'avait pas vu la première fois et qu'on va voir la deuxième fois quand on aura réparé. C'est de dire oui, c'est normal en fait, c'est logique. Ça fait partie de l'expérience. On ne peut pas ne pas avoir de séquelles, en tout cas qui peuvent être parfaitement transitoires et qui peuvent être parfaitement réversibles. Mais on ne peut pas avoir de séquelles quand on vit une expérience traumatique. Il y a forcément des séquelles. Mais elles peuvent être, encore une fois, totalement transitoires et totalement réversibles. Elles ne sont absolument pas obligatoirement irréversibles et ad vitam aeternam. Mais à partir du moment où on accepte qu'il y aura des séquelles transitoires et réversibles, eh bien, on va être traversé. Et encore une fois, c'est comme dans le guérissage, la première étape, c'est la curiosité, c'est-à-dire, OK, bon, bah, tu as réagi comme ça, OK. Oui, c'est important, cette notion de séquelles transitoires et réversibles. Peut-être que à partir du moment où on comprend que ce qu'on est en train de vivre n'est pas forcément définitif, ça ne veut pas dire qu'on va redevenir comme avant, comme tu l'as bien expliqué dans les conférences,
on est différent, mais que la séquelle, le trouble, le symptôme, c'est pas quelque chose de définitif. C'est peut-être la manière peut-être de moins l'ancrer. Alors, j'ai aussi beaucoup de témoignages de parents endeuillés qui font l'expérience de l'impact sur le corps, mais décalé. Si tu veux, très souvent, c'est pas tout de suite. Alors, je ne parle pas des troubles sommeil, appétit, qui ceux-là sont souvent des symptômes immédiats, consécutifs vraiment au choc, à la perte brutale, à l'accident. Je parle peut-être des fois avec un recul de 6 mois, où là, d'un coup, une blessure. C'est comme si tout le corps dans sa globalité était fragilisé et qu'un petit quelque chose entraînait le fait qu'on attrape une maladie ou qu'on développe une infection ou qu'on va tomber et on va se casser quelque chose alors que la chute était parfaitement anodine. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une fragilisation du corps, mais qui est presque décalée par rapport au fait qu'au moment du choc, parfois, on a des ressources assez impressionnantes. Le corps, on est debout, on voit ses parents qui, pendant les obsèques, sont capables des fois de ressources incroyables, de parler, de consoler les autres. Et c'est décalé. Est-ce que ça s'explique aussi Mais comme j'expliquais tout à l'heure, le trauma, c'est avant tout une expérience traumatique de temps et d'espace. C'est-à-dire que le premier temps du trauma, il est tourné vers la survie. C'est-à-dire que c'est d'abord survivre ou pas, d'ailleurs. Et si c'est la survie, il y a automatiquement des ressources, et tu l'as très bien dit, qui sont en lien avec la survie. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une sidération de la pensée, une sidération de l'esprit, une sidération du corps, où en fait, il y a une partie de nous qui ne réalise pas du tout ce qui est en train de se passer, ce qu'on appelle le déni. Le déni est parfaitement normal, il est sain et il est obligatoire dans toute expérience traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on se dit « non, c'est pas possible, en fait, là, je suis en train de vivre quelque chose ». Donc, on sait qu'on est en train de vivre ça, quand par exemple, dans l'expérience de la perte d'un enfant, donc on sait qu'on est en train de vivre cette expérience, mais il y a toute une partie de nous qui ne réalise pas ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qui nous permet de tenir. Et puis petit à petit, il y a un défigement de la pensée, ce qui est aussi normal, qui se passe dans un second temps. Et là, c'est un peu comme un glaçon qui dégèle au soleil. C'est-à-dire qu'au début, on a un glaçon, donc c'est solide, le glaçon, ça brise des bateaux, hein, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement solide. Mais quand ça fond, eh bien, ça se dissout dans l'océan. Et là, en fait, ça vient en fait se dissoudre dans le corps et prendre forme quelque part dans le corps. Ou pas d'ailleurs, hein, je ne dis pas que c'est systématique, je ne dis pas que c'est obligatoire, je dis que ça fait partie de l'expérience. Il ne faut pas se dire « ah bah j'ai pas de symptômes, du coup j'ai un problème ». Non. C'est juste que je viens, comme elle est unique, je suis obligée de faire un peu des généralités pour expliquer au plus grand nombre, mais votre expérience sera unique. Mais cette notion de figement au départ et de défigement au fur et à mesure du temps, c'est d'ailleurs ça qui est extrêmement troublant, c'est que il y a des parents qui vont extrêmement bien vivre la première année, même un peu le début de la deuxième année, et qui peuvent avoir des effondrements beaucoup plus tardifs. Ou pas d'ailleurs, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut forcément s'effondrer. Je dis juste que chacun a son temporalité. Puisque c'est une perturbation du temps, en fait, on va tous avoir des temporalités différentes et en plus qui vont varier. C'est-à-dire que par moment, ça va se défiger, par moment, on va se refiger un peu en mode glaçon, par moment, et en fait, ça peut être aussi parcellaire, jusqu'à une intégration totale, pleine et entière de l'expérience traumatique dans le cadre d'un guérissage. Mais c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de ça doit être ça, mais comme l'expérience temporelle est perturbée, évidemment que les symptômes peuvent être décalés et avec une répercussion à distance de l'expérience traumatique. D'accord. Alors,
Isabelle nous dit dans le fil qu'elle a eu un syndrome inflammatoire au niveau de la base du cou et épaule, inexpliqué par son médecin. Alors ça, merci Isabelle, ça me permet de faire une transition avec l'autre question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu peux nous dire des correspondances entre émotions, organes? Est-ce qu'il y a des organes comme ça alors même si on ne peut pas faire de généralisation, de généralité absolue, mais est-ce qu'il y a comme ça, quand la douleur se focalise sur tel organe, est-ce que ça dit aussi quelque chose de nous? Alors, oui, bien sûr, ça dit quelque chose de nous, mais j'ai toujours beaucoup de délicatesse, encore une fois, avec les interprétations. C'est-à-dire qu'on peut questionner le symptôme, mais en C'est fait, un peu haché, Marie. Ta encore une fois, se connexion, des questionner fois, que dans l'histoire, en disant « Ah ben forcément, tu as mal à la gorge, donc c'est parce que tu as un problème de… » Comment? Oui, Marie, ta connexion est un peu instable et parfois, Ah, ça, ok. voilà. Ça revient ou je ne sais pas. Est-ce que c'est revenu là? Écoute, là, voilà, ça a l'air d'aller. Ok. Oui, je disais que j'ai toujours un peu de mal avec les interprétations standards. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça vient questionner l'histoire intime de l'individu, mais on pourrait imaginer que la gorge, c'est quand même, en tout cas, c'est un chakra, c'est le chakra de la communication, c'est le chakra de l'ouverture à l'autre, c'est le chakra de la compréhension de soi, de ce qu'on vit. Donc, ça reste une zone extrêmement symbolique dans l'expression. Mais ce n'est pas forcément l'expression parlée, ça peut être aussi l'expression de qui on est. Donc, c'est encore une fois des interprétations qui vont être à questionner dans l'histoire individuelle de la personne, mais elles parlent énormément de nous. Et puis les épaules, quand on dit « t'es mon bras droit », c'est quand même quelque chose de très symbolique. On a aussi des correspondances avec les côtés. On dit que le côté gauche, c'est le côté féminin, c'est le côté de l'intuition, c'est le côté yin, c'est le côté maternel. On dit que le côté droit, c'est le côté masculin, c'est le côté de l'action, c'est le côté du faire, c'est le yang, c'est l'agir, c'est le fait de se projeter. Donc, on a ces interprétations-là, encore une fois, dans nos cabinets, mais ça n'a de sens que si on vient le conforter et il faut que ça, en fait, il faut que ça fasse sens à l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais proposer plein d'explications. Évidemment, le livre dont tu as parlé, je l'ai, j'en ai 2 même, de différents auteurs. Et donc, même, j'aime bien lire les 2 parce que ça vient, encore une fois, venir questionner, mais c'est souvent très, très juste ce qui est proposé. Et les patients sont souvent très, très touchés par le fait que leur corps leur a parlé. Donc, oui, forcément, la gorge ou l'épaule, on va venir le questionner sur le plan vraiment. Et là, c'est vrai que j'aime bien avoir une formation un peu psychanalytique pour l'intégrer dans l'histoire individuelle, globale de Isabelle, du coup. Merci pour ton exemple, parce qu'il est extrêmement parlant. Et Marie, moi, je suis aussi… Voilà. Tu m'entends parce que c'est toujours un peu perturbé. Oui. Et qu'est-ce que… Moi, je pense notamment à France Gall qui a été… qui nous a toutes bouleversées, qui à la suite du double choc à la fois de la mort brutale de Michel Berger, son mari, mais aussi de sa fille, suite à qui était atteinte de mucoviscidose, elle a développé un cancer du sein. Et d'ailleurs, elle a eu après un discours extrêmement positif en disant que finalement, cette pathologie avait aidé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces cancers dont on dit qu'ils sont consécutifs à des chocs émotionnels très grands? Qu'est-ce que c'est un cancer? En fait, un cancer, c'est une prolifération de nous-mêmes qui met le bazar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des cellules qui, au lieu
de se reproduire normalement et de mourir, parce que la mort cellulaire qui s'appelle l'apoptose doit être réglée dans l'histoire cellulaire. Et dans le cancer, en fait, l'apoptose n'a pas lieu et ces cellules qui foutent le bazar, qui font n'importe quoi, qui ne se reproduisent pas normalement dans le cadre de ce qu'on attend d'elles, en plus, ne meurent pas. Donc, c'est une partie de nous-mêmes qui se rebelle. C'est une partie de nous-mêmes qui fait le rebelle. Et quand on questionne cette partie de nous-mêmes qui se rebelle, en tout cas dans le cadre de France Gall et de ce qu'elle en a dit, c'est qu'encore une fois, elle, dans sa féminité, elle ne voulait pas vivre ça. Dans sa féminité, elle ne voulait pas perdre son mari, qu'elle avait d'ailleurs durement gagné parce qu'il y a eu des tas d'années où elle a été en compétition avec d'autres femmes et il y a eu, enfin, ça a été quand même quelque chose d'assez célèbre dans l'histoire de la chanson française. Et donc, non seulement elle a chèrement gagné son mari, mais en plus, elle a perdu l'enfant qu'elle avait eu de cette union qu'elle avait cherché à tout prix à construire. Et ça, elle ne voulait pas le vivre, en fait. Elle n'avait pas prévu de perdre ces deux individus-là. Donc, est-ce que le cancer est l'expression de cette partie d'elle-même qui ne voulait pas vivre ça? Peut-être. Après, toutes ces interprétations, je les prends toujours avec douceur parce que parmi les gens du Point Rose, il y a des personnes qui ont perdu des enfants de cancer. Et donc, on peut se dire, mais mon enfant, je ne comprends pas, parce que quand il a 2, 3, 4, 5 ans, pourquoi il y a une partie de lui qui, du coup, s'est mis à proliférer de cette manière-là? Et donc, il faut aussi se dire que, oui, on peut interpréter des symptômes jusqu'à une certaine manière, mais on n'aura quand même pas la clé. Parce que dans l'histoire d'un enfant de 2 ans, par exemple, on va avoir du mal à expliquer ses symptômes et sa symptomatologie. Donc, il y a aussi une partie de nous qui doit aussi rester humble face à ça, où en fait, on ne sait pas. Donc, oui, le cancer peut être l'expression d'une souffrance, de quelque chose de traumatique qu'on a vécu, mais quand son enfant tout petit vient de subir ça, de vivre ça, et qu'on n'a pas d'explication, du coup, ça ne tient pas, quoi. Donc, il faut rester humble, quoi. Hilda nous dit dans le fil, ma fille Nathalie disait qui était grande, hein, qui était maman, disait qu'elle a eu le cancer parce qu'elle avait perdu un enfant lors d'une fausse couche. Elle disait qu'elle nourrissait l'enfant qu'elle n'avait pas pu avoir. Très beau. Ouais. C'est triste mais beau. Alors c'est vrai, tu vois, quand je t'ai posé cette question, tout de suite, je me suis dit la même chose pour les enfants. Et c'est là qu'une dimension spirituelle, on se dit, est-ce que les enfants atteints de cancer sont dans la même démarche que nous, adultes, qui sommes dans la connaissance de nous-mêmes à travers ce qu'on vit et à travers les traumas et ces épreuves. Mais c'est vrai que forcément, ça interpelle tout petit qui naît presque avec un cancer, on se dit, mais waouh, comment ça peut s'expliquer? J'avais aussi le cas de ces maladies, je cherche le mot, c'est maladies un peu doudou, ou ces symptômes doudou qui font un peu le syndrome de la plainte, sans aucun jugement de ma part, hein, de dire que parfois, nos maladies, nos douleurs, nos difficultés au niveau du corps, elles nous servent à avoir un bénéfice secondaire
qui est parfois de souffrir. Hein. Quand je dis bénéfice secondaire, attention, je ne dis pas qu'il est forcément agréable et positif. Parfois, par rapport à des histoires personnelles, être malade, c'est plus facile, c'est plus cohérent avec son histoire qu'être en bonne santé, où ça nous permet d'avoir une excuse. Je pense à ma grand-mère qui a eu, j'ai réalisé après avoir perdu Caramari, qui avait perdu son fils. Bon, il avait une cinquantaine d'années, mais il a été emporté par une tumeur cérébrale fulgurante. Et pour elle, elle a vécu l'expérience terrible de perdre son fils. Et ça a été tellement violent pour elle que elle n'arrivait pas à surmonter, évidemment, et avancer pas aussi vite que ce que l'entourage, la société, sans doute, le voulait. Et elle a développé un cancer du pancréas, lui aussi fulgurant. Et au début, quand elle a su qu'elle était malade, ça lui dit, ah ben voilà, là, j'ai une raison de ne pas aller bien. Parce qu'autour d'elle, elle avait la culpabilité de ne pas arriver à avancer. Et finalement, dans un premier temps, ce cancer est venu lui donner le droit de dire, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, j'arrive pas à avancer. Par rapport à son mari, par rapport à ses proches, ça lui a donné ce droit-là. Et c'est terrible parce qu'on se dit, mais c'est quand même cher payé ce droit. Mais parfois, nos maladies, elles nous donnent un droit de peut-être nous reposer ou laisser les autres prendre soin de nous. Oui, expérience traumatique, elle nous assujettit. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on puisse dépasser l'expérience traumatique, il faut qu'on se perçoive comme victime, mais qu'à partir du moment où on s'est perçu comme victime, il faut dépasser le statut de victime pour pouvoir en guérir. Donc, c'est assez compliqué parce que si on ne passe pas par le statut de victime, alors on ne va pas en guérir. Mais si on reste dans le statut de victime, on ne va pas en guérir non plus. Mais il va falloir quand même passer par cette case-là, en fait. Et justement, si je reviens à mon petit exemple de tout à l'heure, qui était l'accident à Millas, qui concerne des enfants qui sont décédés dans l'accident de car, en fait, la conductrice, comme c'est la conductrice, en fait, on lui refuse le statut de victime, puisque, en fait, elle est coupable d'avoir causé cet accident. Donc, par le simple fait de lui refuser le statut de victime et de la cantonner au statut de coupable, on lui refuse à titre intime et individuel le statut de trauma, de victime de psychotrauma, et donc la guérison. Donc, très, très probablement, cette femme, je ne sais pas comment elle va s'en remettre, mais en fait, elle a vraiment, encore une fois, je ne parle pas de notion de jury. Enfin, je ne suis pas juge, j'explique juste une expérience traumatique, quel impact ça peut avoir individuellement. C'est-à-dire que si on ne rentre pas dans le statut de victime, alors on ne peut pas le dépasser. Donc, en fait, notre corps, il va faire un infarct, quoi. On va pas pouvoir s'en remettre. Donc, le statut de victime, il est essentiel, mais il doit être transitoire. S'il ne l'est pas, c'est parce qu'en fait, eh bien, la personne a besoin, encore une fois, socialement, de ressentir le fait qu'elle n'est pas seule, qu'elle refuse cette notion de solitude et d'exclusivité de son expérience traumatique. En fait, elle voudrait qu'on la comprenne. Alors qu'en fait, non, c'est toi qui dois te comprendre, ce n'est pas les autres qui doivent te comprendre. Et ce mouvement-là de « ok, c'est donc à moi de me comprendre », et puis du coup, tant mieux si on me comprend, mais peut-être qu'on ne comprendra pas. Cette notion-là, elle nous permet donc de dépasser le statut de victime. Et si on ne le fait pas, eh bien, en effet, on va développer des pathologies qui sont socialement adaptées et socialement visibles. Donc, ça peut être des cancers, mais ça peut être aussi des pathologies chroniques invalidantes, en fait. Merci, merci beaucoup. C'est très, très éclairant, Marie. Alors, on arrive malheureusement déjà à l'heure de fin.
Alors, j'ai une question de Lionel qui va nous permettre de clôturer cette belle séance avec toi, Marie, qui nous dit est-ce que notre capacité à prendre à nouveau des risques est l'indicateur principal qui nous permet de savoir où nous en sommes dans le processus de guérissage? Alors, des risques, je ne sais pas ce que Lionel entend, si c'est des risques affectifs, si c'est des risques physiques, si c'est des risques professionnels, mais j'imagine que ça peut être tout ça qui est sous-entendu dans la notion de risque. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous répondre à cette question-ci? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire la peur, ça n'empêche pas de mourir, mais ça empêche de vivre. Et c'est vrai que dans l'expérience de la survie, en fait, on est figé dans la peur. C'est-à-dire qu'on a vécu une expérience traumatique qui nous a fait perdre toute confiance en la vie. Donc, on a peur de la vie. On a peur de vivre à nouveau parce que la vie, c'est mortel, en fait. Et donc, à partir du moment où, oui, on reprend des risques, ça veut dire qu'on accepte de lâcher la peur. Et donc, on va vers la vie. Donc, Lionel, oui. J'aurais envie de te répondre oui. Après, ça va dépendre aussi de quel risque. Et il y a aussi des conduites à risque, qu'on appelle en psychiatrie, qui ont tendance aussi à vouloir accélérer notre voyage vers la mort pour aller plus vite, se débarrasser de la vie. Donc, tout dépend en fait de quel risque on parle. Si on parle de prendre des risques en roulant à 200 km/h sur l'autoroute, là, on est sur une conduite à risque. Par contre, si on est sur prendre des risques à essayer à nouveau d'être tombé amoureux, là, on va vers la vie. Donc, ça va dépendre de quel risque on parle. Mais si ce sont des risques qui mettent en danger notre sécurité corporelle, émotionnelle et affective, alors ce sont des conduites à risque qui vont être simplement aussi des symptômes, comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous maintenir dans la survie et nous conforter dans l'idée que la vie est dangereuse et que la vie ne vaut pas d'être vécue. Mais si ce sont des risques qui sont simplement d'oser vivre à nouveau, d'offrir une fleur ou de rire ou d'aller voir un film qu'on n'aurait jamais imaginé aller voir, là, alors oui, on va vers le guérissage. C'est très beau, merci beaucoup Marie. Alors peut-être pour finir, juste citer le livre de Michel Odoul, parce que c'est peut-être lui dont tu parlais, qui a ce magnifique titre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Les cris du corps sont des messages de l'âme. Donc c'est vraiment, ça fait écho à tout ce que tu nous as expliqué. Donc où certaines correspondances sont expliquées. Et puis moi j'aime bien aussi celui de Christian Flech sur le décodage biologique des maladies, le manuel pratique des correspondances émotions-organes, même si je suis d'accord avec toi que c'est vraiment, d'ailleurs ils le disent très très bien, longuement en introduction, que c'est indicatif, mais c'est nous qui avons la clé du sens de pourquoi j'ai mal ici plutôt que là, et voilà, et que l'accompagnement d'un thérapeute peut vraiment aider aussi à formuler et à se comprendre en le formulant à un thérapeute. Il faut simplement écouter le mot « le mal a dit ». Et dans le terme, en fait, il y a l'explication de ce qu'on vient de dire ce soir. Tout à fait. Un grand merci Marie. Alors, vous pourrez retrouver cette conférence en replay sur Facebook et sur la chaîne YouTube du Point Rose. Et puis, pour les personnes qui voudraient te contacter, n'hésitez pas à nous demander les coordonnées de Marie, que vous trouverez aussi sur Facebook. Mais n'hésitez pas aussi à nous les demander. Et je vous invite aussi à lire son dernier ouvrage paru cette année, Le Guérissage, qui est un trésor d'émotions, de partage d'expériences et d'espoir. Merci à tous et une bonne soirée et à bientôt. On se retrouve avec une petite pub. Merci beaucoup. Pour la prochaine conférence qui aura lieu mercredi prochain. Ce sera une conférence du psychologue Éric Dudois et on parlera de signes, les signes de nos défunts. Et c'est un sujet aussi tellement riche. Donc, je vous donne déjà rendez-vous pour mercredi prochain.
Merci à tous, une bonne soirée et à Merci. bientôt. Merci Marie.